Le haut-parleur du téléphone a grésillé. Puis la voix de mon père a fendu le grésillement, sèche comme un coup de fouet. Maxime a bien plus besoin de cette maison que toi. Et si tu ne signes pas les papiers d'ici vendredi, on se verra au tribunal. Ces mots flottaient dans l'air, tranchants et lourds. Mais de l'autre côté de la table, mon avocate, maître Julie Moreau, a éclaté d'un rire étouffé, cachant son sourire derrière sa main. Ce qui était censé me terrifier et me pousser à capituler était devenu, en quelque sorte, l'étincelle de quelque chose de complètement différent. Le premier mouvement de l'histoire de ma libération. Et la première fissure dans le mur de leur propre chute. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie. J'ai 36 ans et j'ai appris à la dure que parfois, la manière la plus silencieuse de gagner une guerre est simplement de laisser ses ennemis appuyer sur la gâchette en premier. Si vous avez déjà dû faire face à une famille qui pense que vous existez uniquement pour servir son confort, attachez vos ceintures, parce qu'aujourd'hui, la justice ne fait pas que sonner à la porte, elle arrive glaciale et avec un sourire narquois. Julie s'est éclaircie la gorge et s'est penchée vers le haut-parleur, son tailleur bleu marine impeccable sur ses épaules. Monsieur Durand, ici Julie Moreau, l'avocate d'Amélie. Je dois vous informer que cet appel est enregistré, et nous avons bien noté votre menace de poursuite judiciaire. Pour quel motif exactement, comptez-vous poursuivre votre propre fille pour la possession d'un bien dont elle est légalement propriétaire? Un silence. Le genre de silence qui rampe dans une pièce, épais et pesant. Puis, comme on pouvait s'y attendre, la voix aiguë de ma mère, Sylvie, a percé le silence, hautaine et indignée. Elle sait très bien ce qu'elle nous doit. Nous l'avons élevée. Avant qu'elle ne puisse finir, Julie l'a interrompue, son ton aussi lisse que de la soie tendue sur de l'acier. Élever un enfant est un devoir, Madame Durand, pas un compte courant sur lequel on peut tirer. Je vous en prie, allez-y, engagez votre procédure. Cela fait bien trop longtemps que je n'ai pas eu une comédie juridique aussi divertissante dans ma semaine. La ligne a grésillé sous les balbutiements furieux de mon père avant de se couper net. Le rire a disparu du visage de Julie alors qu'elle se tournait vers moi, son regard soudainement sérieux. Ils vont le regretter, Amélie, a-t-elle dit. Mais tu dois être prête pour la suite. J'ai jeté un lent regard autour de mon salon, essayant de me raccrocher à quelque chose. Les briques apparentes que j'avais nettoyées à la main, le vieux parquet qui brillait maintenant comme du miel chaud, les larges fenêtres en saillie qui captaient la lumière du soleil sur le jardin que j'avais fait naître des mauvaises herbes et d'un sol grisâtre. Ce n'était pas juste une maison. Quand j'ai acheté cette vieille meulière des années 30 il y a 5 ans, elle était considérée comme une cause perdue, une ruine, quelque chose que seule une équipe de démolition pourrait aimer. Mais j'ai vu ce qu'elle pouvait devenir, tout comme j'avais appris à voir quelque chose en moi, même quand ma famille ne soulignait que mes failles. Pour reconstruire cet endroit, j'avais presque tout sacrifié. Chaque euro de côté, chaque week-end, chaque seconde de paix. J'avais décollé du papier peint jusqu'à ce que mes doigts saignent. J'avais appris la plomberie et l'électricité en passant des nuits entières à regarder des tutoriels jusqu'à en avoir la vue brouillée. J'avais passé les fêtes seule parce que les réunions de famille se transformaient toujours en sermons sur la façon dont je gâchais ma vie pour une maison en ruine alors que mon frère Maxime avait besoin d'aide. Toujours Maxime, l'éternel favori. 3 fois sa première année de fac ratée, 2 voitures détruites, une montagne de dettes envolées comme de la fumée, et pourtant, il restait leur étoile brillante. Ce même frère qui s'était moqué de mon chantier jusqu'à ce que son ami, l'agent immobilier Charlotte, mentionne nonchalamment que le quartier était soudainement très prisé et que les prix avaient triplé. C'est là que tout a changé. Du jour au lendemain, ma maison a cessé d'être le projet idiot d'Amélie pour devenir comme par magie une propriété familiale. Soudain, j'étais l'égoïste, qui gardait pour elle ce qu'il pensait devoir être partagé. Je me suis entraînée pour ce moment sans le savoir, ai-je dit à Julie, ma voix plus stable que les battements de mon cœur. Elle a souri faiblement et a ouvert son ordinateur portable. Alors, aiguisons nos lames, voulez-vous? L'acte de propriété est uniquement à votre nom, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit en sortant mes dossiers. Payé avec mes propres économies, sans co-emprunteur, sans argent de la famille. J'ai fait défiler mon téléphone, lui montrant 5 ans de photos, les plafonds fissurés, les murs rapiécés, les nuits où je dormais sous des bâches, jusqu'à l'éclat poli du résultat final.
J'ai transformé une ruine à 150 000 € en une maison qui en vaut aujourd'hui plus de 550 000. Toute seule. Les yeux de Julie brillaient. Et la contribution de vos parents? Cette question m'a frappée comme un coup que j'aurais dû voir venir. Leur contribution, ai-je dit doucement, a été de me traiter de folle. Ma mère m'a dit que je mourrais seule dans un gouffre financier pourrissant. Mon père m'a proposé de m'aider à trouver un bel appartement à la place. Parfait, a murmuré Julie en tapant rapidement. Maintenant, parlons de cette histoire de fonds fiduciaires que vous avez mentionnée. Ah, oui. Le secret qui m'avait empêché de dormir pendant des semaines, le cœur silencieux de toute cette pourriture. J'ai sorti un dossier usé, au bord ramolli à force d'être manipulé. Ma grand-mère, Marthe, la mère de mon père, avait laissé des fonds fiduciaires pour Maxime et moi. Des parts égales. Nous étions censés y avoir accès à 25 ans, mais je n'ai jamais vu le mien. On m'a dit que ma grand-mère avait changé d'avis avant de mourir, qu'elle avait été déçue par moi et m'avait déshéritée. Je me souvenais de la honte comme si c'était hier. Comment j'étais restée assise dans ma voiture à pleurer, convaincue que j'avais vraiment déçu tous ceux que j'aimais, que je ne méritais rien. Puis, le mois dernier, à la fête de fiançailles de Maxime, avec sa magnifique fiancée Chloé à son bras et une coupe de champagne à la main, tout s'est effondré. Ivre et vantard, Maxime a ri en racontant comment il avait déjà dépensé tout son fonds fiduciaire et qu'il aurait besoin de ma maison pour que Chloé continue de mener la grande vie. J'avais ri en retour, un rire cassant. Un fonds fiduciaire? Quel fonds fiduciaire? Il avait eu un sourire narquois, sa voix pâteuse de condescendance. Le même que toi, idiote. Puis après une pause, il a eu ce petit rire cruel que j'avais entendu toute ma vie. Oh, attends. Maman et papa ont dit que tu avais tout claqué pour retaper ce taudis. C'est pour ça que tu es si amère, j'imagine. Julie a arrêté de taper en plein milieu d'une phrase, ses yeux se plissant. Il a dit que vous aviez reçu votre fonds fiduciaire. C'est ce qui m'a poussé à commencer à creuser, ai-je dit. J'ai engagé un détective privé, Marco. Il a trouvé le vrai testament de ma grand-mère. Mes mains tremblaient en lui passant les papiers. Maxime et moi héritions chacun de 200 000 €, qui devaient être distribués quand j'aurais 25 ans, mais je n'ai jamais vu un centime. Le papier crépitait dans le silence. Mes parents s'étaient désignés comme fiduciaires, ai-je continué. Ils ont géré le versement et se sont servis eux-mêmes. Ils m'ont dit que j'avais été déshéritée tout en me volant l'argent qui m'était destiné. Tout ça pour soutenir le style de vie de Maxime. La lueur amusée avait disparu des yeux de Julie. Son regard s'est durci, froid et certain. Son visage était de pierre. C'est de l'escroquerie. Une fraude criminelle. Et maintenant, il menace de vous poursuivre pour une maison que vous avez achetée avec votre propre argent alors qu'il volait votre héritage. Ce n'est même pas le meilleur, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. Marco a trouvé plus. Mes parents m'ont déclaré comme étant à leur charge sur leur déclaration de revenus ces 5 dernières années, alors que j'avais un emploi à temps plein et que je subvenais à mes propres besoins. Ils ont perçu des crédits d'impôt et des déductions en utilisant mes informations. Fraude fiscale en plus du vol d'héritage. Julie a secoué la tête. Ils pensaient vraiment que vous ne le découvririez jamais. Ils pensaient que j'étais la même gamine effrayée qui les croyait quand ils disaient que je ne valais rien. La même fille qui acceptait des miettes et appelait ça de l'amour. La vérité, c'est que je serais peut-être restée cette personne s'il n'était pas devenu avide. S'il s'était contenté de voler mon héritage, je n'aurais jamais rien su. Mais menacer de me poursuivre pour ma maison, la maison de mon sang, de ma sueur et de mes larmes, avait déclenché quelque chose de primal. Alors, a dit Julie en fermant son ordinateur d'un clic décidé. Voici ce que nous allons faire. Nous allons les laisser engager leur procédure abusive. Pendant l'instruction, nous demanderons les relevés financiers qui exposeront tout. Ensuite, nous lancerons une contre-procédure pour le fonds fiduciaire volé, déposerons des plaintes pénales pour fraude, et signalerons la situation fiscale au service des impôts. Et Maxime? Il n'était pas au courant du vol. L'ignorance n'est pas l'innocence. Il a bénéficié d'argent volé et a participé à la tentative de vous prendre votre maison. C'est un adulte qui fait des choix.
Et quelques jours plus tard, mes parents ont mis leurs menaces à exécution. J'ai reçu l'assignation au travail, devant mes collègues, parce que, bien sûr, ils voulaient m'humilier. Ma main tremblait en signant pour les papiers, sentant les regards curieux de mes collègues me brûler le dos. L'assignation affirmait que j'avais promis la maison à Maxime, que je prenais en otage un bien familial, et demandait le transfert immédiat de l'acte de propriété. Ce soir-là, assise dans ma cuisine, la cuisine que j'avais installée moi-même, où j'avais pleuré sur des dîners brûlés en apprenant à cuisiner seule, j'ai lu chaque mot. Chaque mensonge était comme une gifle. Il me dépeignait comme une fille vindicative, retenant des biens familiaux légitimes, comme quelqu'un qui avait fait des promesses que je n'avais jamais faites. La réponse de Julie a été rapide et brutale. Notre contre-attaque exposait tout. L'héritage volé, la fraude fiscale, la tentative de voler un bien acheté avec des fonds légitimes. Nous ne nous sommes pas contentés de défendre, nous avons déclaré la guerre. La conversation de groupe de la famille sur WhatsApp a explosé en quelques heures. Mon téléphone vibrait sans cesse. Tante Marthe, Amélie, comment peux-tu poursuivre tes propres parents? Oncle Jean, c'est dégoûtant. On ne fait pas ça dans la famille. Cousin Lucas, j'ai toujours su que tu étais égoïste. Ma poitrine se serrait à chaque message. Ces gens m'avaient vu lutter, avaient vu comment mes parents me traitaient, et pourtant ils défendaient le mensonge. J'ai tapé une seule réponse. Ils m'ont volé 200 000 euros. Les preuves sont déposées au tribunal. Les archives sont publiques. Vérifiez par vous-même. Puis j'ai quitté la conversation, ma main tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. La véritable confrontation a eu lieu lors de ce qui serait notre dernier dîner de famille, 2 semaines après le dépôt des plaintes. Ma mère avait convoqué tout le monde chez eux. La maison dont je réalisais maintenant que mon héritage avait probablement aidé à payer. L'ironie ne m'a pas échappé. Je suis arrivée avec Julie et Marco, mon détective. La salle à manger était bondée de parents, tous prêts à organiser une intervention. Mes parents étaient assis en bout de table comme des saints martyrs. Les yeux de Sylvie étaient déjà rougis par les larmes. Amélie, ma chérie, a murmuré quelqu'un, et la pièce est tombée dans le silence. L'hostilité était palpable. Je pouvais la sentir peser sur ma peau. Tu es venue, a dit ma mère, les larmes commençant déjà à couler. Je savais que tu avais encore un peu de loyauté familiale. Je suis venue pour vous donner une dernière chance, ai-je dit, sans m'asseoir. Ma voix a porté plus loin que je ne l'attendais dans la pièce silencieuse. Retirez la plainte, rendez mon héritage avec les intérêts, et rectifiez vos déclarations de revenus frauduleuses. Faites-le dans les 48 heures et j'envisagerai de ne pas porter plainte au pénal. Comment oses-tu? A commencé mon père, son visage devenant rouge. Comment j'ose? J'ai ri, mais c'était un rire sec, amer. Découvrir que vous m'avez volé mon héritage. Découvrir que vous commettez une fraude fiscale. Refuser de donner ma maison à votre fils de bon à rien? Maxime s'est levé, sa chaise raclant le sol. Je ne suis pas un bon à rien. J'ai besoin de cette maison. Pourquoi? Ai-je demandé, ma voix tranchant la tension. Parce que tu as flambé 200 000 euros plus tout ce que maman et papa m'ont volé? Parce que ta fiancée pense que tu es riche et que tu ne peux pas admettre que tu es fauché? Chloé est devenue pâle. Quoi? Maxime, de quoi parle-t-elle? Marco s'est avancé, posant un épais dossier sur la table. Les relevés financiers, a-t-il dit simplement. Monsieur et Madame Durand ont reçu 200 000 euros du fonds fiduciaire de Marthe Durand destiné à Amélie. L'argent a été dispersé sur 5 ans sur divers comptes, dont plusieurs au nom de Maxime. La pièce a éclaté. Les parents se sont jetés sur les papiers, les voix s'élevant, choquées et en colère. Mais pas contre mes parents, contre moi. Tu es une ingrate. Les affaires de famille doivent rester en famille. Comment peux-tu nous faire cette honte? Assez. J'ai frappé la table de ma main, le son résonnant comme un coup de feu. Vous voulez parler de famille? La famille ne vole pas. La famille ne ment pas. La famille ne menace pas de poursuivre en justice pour un bien sur lequel elle n'a aucun droit. Ma voix montait à chaque mot. Des années de rage réprimée trouvaient enfin leur voix.
Vous étiez tous assis ici, prêts à me culpabiliser pour que j'abandonne ma maison. Mais où étiez-vous quand ils ont volé mon héritage? Où étiez-vous quand ils m'ont dit que j'étais déshéritée et que je ne valais rien? Silence. Le seul son était celui de Chloé qui pleurait doucement. C'est bien ce que je pensais. J'ai regardé mes parents. Je les ai vraiment regardés. Les larmes de ma mère s'étaient arrêtées, remplacées par un calcul froid. La colère vertueuse de mon père s'était transformée en peur nue. Vous avez 48 heures. Retirez la plainte. Rendez l'argent ou faites face aux conséquences. Nous ne l'avons pas, a murmuré ma mère. L'argent? Il a disparu. Alors vous feriez mieux de le trouver, a dit Julie, sa voix glaciale. Vendez des actifs, faites des emprunts, débrouillez-vous. Parce que l'alternative, c'est la prison pour fraude fiscale et pour détournement d'héritage. Nous les avons laissés là, entourés de parents qui réalisaient lentement qu'ils avaient défendu des criminels. Chloé a rompu avec Maxime ce soir-là. Elle m'a envoyé un message qui m'a serré la poitrine de satisfaction. Merci d'avoir exposé la vérité. Il m'avait dit que son fonds fiduciaire était dans des investissements immobiliers. J'ai failli épouser un imposteur. Mes parents ont retiré leur plainte dans les 24 heures. Ils ont engagé leur propre avocat qui a essayé de négocier, mais Julie était un requin qui avait senti le sang. Nous avons accepté un plan de paiement pour l'héritage plus les intérêts, exigé qu'il dépose des déclarations de revenus rectificatives, et obtenu un accord légal stipulant qu'il ne me contacterait plus jamais. Les pénalités des impôts à elles seules les ont presque ruinés. Ils ont dû vendre leur maison. Celle payée en partie avec mon argent. Maxime a réemménagé avec eux. Ses fiançailles ruinées. Sa réputation détruite. L'enfant prodige terni à jamais. Mais la plus douce des justices est arrivée 6 mois plus tard. J'étais assise dans mon jardin, celui dont il s'était moqué, quand une lettre recommandée est arrivée. C'était de l'avocat de la succession de ma grand-mère, Maître Morvan, qui m'avait retrouvée après avoir vu le procès dans les archives publiques. Ma grand-mère m'avait laissé autre chose, quelque chose que mes parents ne pouvaient pas toucher. Ses journaux intimes et un petit compte séparé dont ils n'avaient jamais connu l'existence. Dans son journal, un mois avant sa mort, elle avait écrit « Je crains que mon fils et sa femme n'essaient d'empêcher Amélie de toucher son héritage. » Ils ont toujours été jaloux de son indépendance, de sa force. Si tu lis ceci, ma chérie, sache que j'ai vu qui tu étais vraiment. La maison que tu construiras de tes propres mains aura plus de valeur que tout l'argent que je pourrais te laisser. Mais prends ce qui t'est dû et construis ta vie, libre de leur ombre. Elle avait su. D'une manière ou d'une autre, elle avait su. Le petit compte avait fructifié au fil des ans pour atteindre près de 50 000 €. Je l'ai utilisé pour rembourser le reste de mes prêts pour la rénovation et installer la serre dont j'avais toujours rêvé. Ma maison est maintenant plus qu'une simple propriété. C'est la preuve que parfois, la famille dans laquelle on est n'est pas celle que l'on est censé garder. Que parfois, leur rejet n'est qu'une redirection vers quelque chose de mieux. Les parents qui avaient pris le parti de mes parents se sont éloignés. Bon débarras. Mais d'autres ont tendu la main. Des cousins qui avaient été mis à l'écart. Des tantes qui avaient été qualifiées de difficiles pour avoir posé des questions. J'ai construit de nouvelles relations sur des fondations de vérité plutôt que d'obligation. Maxime envoie encore des messages occasionnels pour mendier de l'aide. Je ne réponds pas. Mes parents vivent maintenant dans un petit appartement. Leurs belles années ternies par leur propre cupidité. Ils pensaient pouvoir me soumettre par un procès. Ils pensaient que la menace d'une action en justice me ferait m'effondrer comme quand j'étais enfant. Au lieu de cela, leur menace est devenue ma libération. Julie avait raison de rire. C'était risible. L'idée que les gens qui m'avaient volé pouvaient utiliser la loi comme une arme. La loi est devenue mon épée à la place. Tranchant des années de mensonges pour révéler la vérité. Mon nom est Amélie Durand et je suis propriétaire de ma maison, sans aucune dette. Pas seulement l'acte de propriété, mais chaque brique, chaque planche, chaque fleur dans le jardin. Je l'ai construite avec des mains qu'ils disaient inutiles. Avec de l'argent qu'ils disaient que je ne méritais pas. Avec des rêves qu'ils ont essayé de voler. Et quand ils ont menacé de tout prendre, je n'ai pas seulement gardé ma maison.
J'ai fait s'effondrer la leur sur leur tête. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien vivre. C'est de vivre honnêtement, sans plus rien à cacher et sans plus rien à craindre. Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur le bouton d'abonnement et dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû tenir tête à une famille qui a essayé de vous voler? La justice est peut-être lente, mais elle vaut toujours la peine d'attendre. I should have just went. Doorman's 9-0. I'm not even one of them. I think I just saw a spider out of the corner of my eye. The Archmother. You're not nice. The spirit urn is waiting to be claimed. Okay, I guess I double jumped. That's cool. Damn you, doorman. My team's just getting rolled. They're not going for crystals. They've done all the wrong types of laning. I'm playing like ass. Our Blue Walker is under attack. We'll see you soon. They took our graves! Don't be a jerk! Please. God, not again. Come out and play with me! Your mind will be home. Pull back! Oh. Well, I tried to be helpful and I got a skill. And that's probably the game. I mean, it's possible to come back, but that doorman's 11-0 now has his ult every 13 seconds if people don't check out. That's cool. Love, love, love that.
Yeah, I'm letting that walker go. Added to